Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents ce soir, cet après-midi, à la librairie pour une rencontre que nous sommes très heureux d'accueillir avec deux autrices dont nous suivons attentivement le travail à la librairie, au rayon psychanalyse ou au rayon d'histoire ancienne. Je vous dis juste quelques mots de présentation pour vous présenter nos deux invités que vous connaissez déjà certainement très bien, mais malgré tout, et pour encore une fois les remercier de la part de la librairie d'être là. D'abord Sandra Bohringer, oui. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire grecque à l'université de Strasbourg, et vos travaux portent sur l'histoire du genre, des femmes et de la sexualité, plus précisément sur l'analyse historique des systèmes de valeurs sociales et politiques liés aux identités de sexe et aux pratiques sexuelles dans le monde antique. Vous êtes responsable du programme de recherche Normes, genre et sexualité dans l'Antiquité grecque et romaine. Voilà, vous pourrez peut-être compléter cette présentation un peu sommaire, mais et à côté de vous, donc Laurie Laufer, vous êtes psychanalyste, bienvenue. Vous êtes psychanalyste, professeur à l'université Paris-Cité, directrice de l'Institut Humanité, Sciences et Société, et vos travaux portent également sur le genre et la sexualité, sur le corps et le traumatisme, et sur les normes du discours, notamment psychanalytique. Parmi vos derniers ouvrages, on peut citer peut-être Les héroïnes de la modernité, Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste, qui est sorti cette année en 2025. Et puis il y a quelques années, Vers une psychanalyse émancipée, renouée avec la subversion en 2022, qui est paru en poche cette année. Merci beaucoup. Et donc le livre dont il va être question ce soir est signé de Sandra Bohringer, La sexualité antique, une histoire moderne. Il est paru en début d'année aux éditions EPEL, acronyme qui signifie édition et publication de l'école lacanienne, et dans la collection Les grands classiques de l'érotologie moderne, une collection dans laquelle vous aviez publié toutes les deux il y a quelques années, en 2020 je crois, un ouvrage Après les aveux de la chair, généalogie du sujet chez Michel Foucault. Voilà, je vous laisse la parole maintenant pour discuter de ce livre, et je vous remercie encore une fois d'être là. Merci à vous, merci de cette présentation. Je vais juste prolonger de quelques mots la présentation, notamment pour vous dire que Sandra Bohringer a aussi, je vais te tutoyer, voilà, a aussi publié dans Les grands classiques de l'érotologie moderne, donc qui est une collection chez EPEL, comme l'a dit Benjamin, une collection très importante qui a été fondée par Jean Alouche, qui est un psychanalyste récemment disparu et qui a contribué à la rencontre extrêmement féconde, importante en tout cas, entre les études de genre et la psychanalyse. Et parmi les ouvrages que nous pouvons citer, donc après Les aveux de la chair, ça je l'ai cité, mais ce qui est important, c'est aussi Jack Winkler, que Sandra a traduit. Bien avant la sexualité, l'expérience érotique en Grèce ancienne, c'est un collectif de David Alperin, John Jack Winkler et Froma Settling, que tu as aussi traduit, avec une équipe. Non, mais ça, sur l'histoire de l'équipe, je vais y revenir parce qu'il y a une équipe ici ce soir aussi. Donc je crois que c'est très important, puisque ça fait partie, je crois, des choses dont tu voudrais parler. Un autre livre qui va paraître... Ah oui, il y a aussi Gleason, Mascarade masculine, que tu as aussi traduit, avec une petite équipe. Et puis un dernier ouvrage qui va paraître, qui s'appelle Gay Shame, qui est une traduction aussi d'un colloque qui a eu lieu, un colloque important dont David Alperin a été l'un des instigateurs. Et c'est donc tout naturellement que EPEL, donc la collection, a demandé à Sandra Bohringer de diriger les grands classiques de l'érotologie moderne à partir de maintenant. Et donc on se fera une joie de avec une petite équipe aussi. Voilà, donc je voulais aussi le dire parce que c'est important, c'est sans doute aussi un des traits d'union, si je puis dire, entre les études queer, les études de genre, les études sur l'Antiquité et la psychanalyse, ce qui est quand même, je crois, quelque chose d'assez
une petite niche, mais une niche bien féconde et très importante aussi pour faire avancer l'interdisciplinarité et ouvrir les frontières des champs disciplinaires, puisque l'un des points auxquels Jean Halouche était très, très attaché, c'était à chaque fois d'essayer pour chacune des disciplines, quelle qu'elle soit, que ce soit l'histoire, la psychanalyse, les études de genre, etc., de mettre en perspective ce qu'il appelait un point d'extériorité. C'est-à-dire qu'une discipline ne peut se sentir vivante que par les points d'extériorité de la discipline elle-même. Et précisément, je crois que c'est me semble-t-il, un des fruits de ces collections, ce sont les points d'extériorité. Donc, avant de... Ça, c'était le préambule du préambule. Avant de laisser la parole, juste une première question. Oui, alors, d'un point de vue de l'animation, puisque je suis Madame Loyal ce soir, si vous avez des questions, n'hésitez pas... en ce qui concerne le thème, après d'autres questions, voilà, mais n'hésitez pas à intervenir dès que vous le voulez. On n'est pas obligé d'attendre la fin de... Voilà, que ce soit un peu... Voilà, donc la première question que je peux te poser, puisque ton ouvrage tente d'exposer, en tout cas, comment la sexualité antique est en fait une construction, un dispositif moderne, une construction moderne, et tu écris, et c'est avec ça que je vais commencer peut-être, que la sexualité antique a 50 ans. Tout comme d'ailleurs ce que pouvait dire David Alpérine lorsqu'il a écrit son livre sur 100 ans d'homosexualité, au moment des 100 ans du terme même d'homosexualité. Tu déplies cette question. La sexualité antique a 50 ans, donc ça peut paraître un peu évidemment paradoxal, mais peut-être pour entrer dans ton ouvrage un peu plus précisément, qui est un ouvrage d'historiographie sur la réception en fait par les savants 19e puis 20e de la sexualité antique, peut-être que tu peux nous faire un petit pas en arrière ou en avant, je ne sais pas très bien, pour nous dire d'abord ce qui t'a amené à travailler là-dessus, et puis quels sont les stéréotypes. Les stéréotypes de la sexualité antique. On dit souvent que les Grecs font autorité dès lors qu'il s'agit soit de la démocratie, soit de la sexualité. Je crois que tu défais un petit peu ces stéréotypes-là. Peut-être que tu peux nous donner quelques éléments. Merci beaucoup. Merci aussi à la librairie Ombre Blanche pour cet accueil et merci à vous d'être là. Effectivement, il y a un aspect un peu particulier dans cette recherche, c'est que c'est quelque chose qui a été poussé ou inspiré par ma rencontre avec tout un groupe d'études et de recherche dans un groupe de psychanalystes. Et ça pourrait sembler assez paradoxal. Simplement, quand j'ai commencé à travailler sur la sexualité antique, j'ose pas dire depuis quand, parce que ça fait quand même très longtemps maintenant. D'ailleurs, j'étais venue à Toulouse présenter mon livre qui s'intitulait « L'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine ». Je m'étais rendu compte de la façon dont ça faisait tellement réagir les gens. C'est-à-dire que la sexualité des Grecs, tout le monde avait quelque chose à me dire. Alors, mais non, il y a des actifs, il y a des passifs, tu dis ça, mais je ne suis pas d'accord. Et alors, vous oubliez les femmes. Je dis, mais non, mais j'en parle. Enfin, il y avait tout le temps beaucoup de réactions. Et je me suis toujours demandé pourquoi les Grecs nous parlaient tant. C'est-à-dire pourquoi il y avait ce rapport à la fois d'identification, d'une part, ou alors de respect d'une autorité, etc. Ce qui fait que ce rapport que les personnes qui me parlaient avaient à la sexualité grecque, j'ai bien compris que c'était surtout un rapport au dispositif actuel de sexualité qui fait que c'est particulièrement important de s'identifier, et ça c'est quelque chose qu'a montré très bien Michel Foucault dans La volonté de savoir, ce dispositif discursif qui nous enjoint en permanence à nous positionner par rapport à notre genre ou par rapport à ce que l'on appelait dans les années 80 notre orientation sexuelle. Alors, il y a des choses qui ont changé aujourd'hui, mais c'est assez récent. La question de la non-binarité ou de la question de la fluidité ou du polyamour. Je veux dire, c'est quand moi j'ai commencé à travailler dans les années 90-2000, le terme homosexualité avait un sens et il était revendiqué par les mouvements associatifs pour demander des droits. Donc, il y avait à la fois cette demande quasiment un peu essentialiste en disant « nous existons, nous avons droit à des droits » et aussi d'autres chercheurs dont Alpérine, qui est aussi un militant pour les questions homosexuelles, de dire c'est une construction contemporaine, elle peut évoluer,
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, homo hétéro, on voit bien comment maintenant ça peut fonctionner plutôt sur le mode d'une sorte de continuum, où en tout cas, des chercheurs ont dit c'est une construction culturelle qui vaut pour un moment donné de l'histoire et qui n'existait pas à d'autres époques. Ce qui fait que lorsque Halperin a publié un ouvrage qui s'appelle 100 ans d'homosexualité et autres essais sur l'amour grec, il a publié en 90, et effectivement, comme tu l'as dit, Laurie, ça faisait 100 ans que le terme d'homosexualité existait. En disant 100 ans d'homosexualité, ça veut dire avant, il n'y a pas d'homosexualité. Et avant, il n'y a pas d'hétérosexualité. Juste pour alimenter ce que tu dis, pour que tu puisses continuer, bien sûr, David Halperin écrit ceci, je le cite rapidement. « Nous nous servons constamment du passé pour forger notre modernité. Ces identifications, donc il parle de la sexualité, ces identifications sont parfaitement légitimes, mais elles sont aussi déplacées. Elles sont nécessaires, inévitables et politiquement vitales. Cependant, on peut, on doit, il faut leur résister. Le passé nous appartient. » Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire, ça ? Vous avez 3 heures. Non, mais il rejoint ici avec ce paradoxe, parce qu'il dit après, il continue dans sa phrase en disant l'idée de découvrir aussi un monde totalement vierge de nous. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça, il dit, mais il ne nous est utile que s'il échappe aussi à notre emprise. Donc en fait, c'est à la fois nécessaire et c'est à la fois, évidemment, une capture, quoi, de penser que on peut se référer à un passé, en fait, avec nos propres projections de moderne, en fait. Et donc cette situation assez inconfortable quand j'ai commencé à travailler sur l'homosexualité féminine, alors que moi-même, je considère comme Halperin que les catégories dans lesquelles nous nous sommes reconnus au moins jusqu'à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe, comment ces catégories pouvaient être un point de départ pour interroger l'Antiquité sans pourtant essayer de les retrouver telles qu'elles sont. Et donc, ce que proposait Halperin, c'était de travailler avec la question de la catégorie heuristique, qui rejoint aussi des démarches d'anthropologues, c'est notre question, mais c'est pas la réponse. Et voilà, donc alors mon idée quand même, malgré tout, c'est que je cherchais quand même quelque chose à l'origine, c'était en travaillant sur l'homosexualité féminine, c'était aussi rétablir un équilibre à la fin des années 90, début 2000. Il y avait beaucoup de travaux sur la pédérastie grecque, c'est un grand intérêt, j'en reparlerai, des chercheurs au cours du 19e ou au début du 20e, et pas grand-chose finalement sur les femmes. Alors ça n'étonnera peut-être pas grand monde, mais il y a eu beaucoup de travaux sur Sappho ou des traductions qui ont été faites, mais pas dans le monde universitaire. Et d'autres personnes disaient il n'y a pas de source sur les femmes entre elles parce qu'on n'en parlait pas. Mais moi, je pense que pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de source, il faut déjà aller chercher et ensuite pouvoir dire tiens, c'est étonnant, on n'en parle pas. Déjà. Mais quand j'ai mené ce travail, j'ai trouvé des documents et il m'a semblé intéressant de joindre cette approche de l'Antiquité avec ce qui avait été fait par d'autres auteurs qui s'intéressaient davantage aux hommes pour essayer de réfléchir à ce que pouvait être un dispositif ou une expérience érotique en Grèce ancienne. Donc l'idée était un peu de déplacer les mots et de voir un peu comment les Grecs, les Romains vivaient quelque chose de l'ordre de ce que nous pouvons appeler, dans une catégorie plus large et plus floue, une expérience érotique. Alors là, maintenant, j'hésite entre partir vers l'Antiquité et un peu vous parler de ces catégories, oui. Et ensuite revenir. Et ça serait intéressant dans un deuxième temps de revenir à la façon dont notre modernité s'est intéressée aux anciens, parce que ça recoupe des travaux de Laurie Lofer et aussi des travaux de Sylvie Chaperon, qui, en travaillant sur les discours des sexologues, j'imagine, et ça serait intéressant que tu me dises, moi j'ai trouvé des choses assez intéressantes où des considérations se croisaient. C'est-à-dire que c'est des domaines, la philologie, les études anciennes, on ne voit pas très bien a priori ce que ça a à voir avec la psychanalyse, la médecine ou la sexologie, mais il y a eu des moments ou des points de rencontre qui étaient assez intéressants de relever. Alors, peut-être tu peux nous faire un petit point sur les catégories, je mets des guillemets, mais les catégories dans l'Antiquité, avant de parler justement de la réception, et c'est peut-être à cet endroit-là qu'on pourra dialoguer avec des choses assez drôles de certains psychanalystes qui se sont eux-mêmes emparés des Grecs pour consolider un savoir totalement projectif, en fait. Mais peut-être que tu peux nous dire un petit peu ce qui, dans l'Antiquité,
n'étaient pas des catégories en fait, mais qu'on a considérées comme des catégories sexuelles. Alors, ce que je vous livre là, c'est pas une réalité révélée de ce qu'est l'Antiquité. C'est plutôt en quoi cette enquête a permis aussi de déconstruire certaines choses. En tout cas, ce qui a semblé intéressant aux chercheurs, du groupe de chercheurs auquel je participe, déjà, c'est de montrer que, en fait, dans l'Antiquité, les identités mêmes ne se formulent pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les Grecs, pour les Romains, alors je m'excuse auprès des personnes antiquisantes pour lesquelles c'est une évidence, mais tout le monde ne travaille pas sur l'Antiquité, et tant mieux aussi. Donc, nous sommes dans un monde où les individus ne s'identifiaient pas dans un premier temps. Le rapport à eux-mêmes, déjà, ne se formule pas comme aujourd'hui, sous les formes d'une intériorité psychique. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas à soi-même de la même manière. On est traversé par des flux. On est sous puissance des divinités. On est pris dans des généalogies dont certaines familles sont rattachées à des grandes figures héroïques, etc. Donc l'identité, déjà, ne se vit pas comme quelque chose de l'ordre du mode intime. Ça, c'est assez important, tout d'abord. Autre chose aussi, l'identité de sexe. Je ne vais pas parler de genre tout de suite, mais naître homme ou femme n'est pas le premier critère de différenciation entre les individus dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la première chose qui est importante pour savoir quelle vie on va mener lorsqu'on est un grec ou un romain ou une femme grecque, une grecque ou une romaine, c'est en fait de savoir d'abord si on est de statut libre ou non libre. C'est-à-dire si son corps appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est déjà la première étape qui va déterminer un cheminement et une vie, un peu comme c'était le cas dans d'autres sociétés esclavagistes. Ce sont des sociétés où d'abord c'est des constructions, des conditions sociales qui déterminent votre destin et pas le destin anatomique dans un premier temps. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes ou de différenciation, mais c'est dans un deuxième temps que ce critère va intervenir et ensuite d'autres critères de différenciation. Oui, tu voulais poser Oui, non, ce que je voulais dire, c'est pour faire encore une fois ces liens et ces ponts, ce tissage entre les études sur l'Antiquité et la psychanalyse. Ce qui est intéressant justement du point de vue de la psychanalyse, c'est quand on travaille avec des historiennes et des chercheuses comme Sandra, c'est que du coup, on se dit, la catégorie de la différence sexuelle qui est si importante dans le champ de la psychanalyse est à remettre en perspective d'un point de vue historique, puisque ça n'est pas un invariant, ça n'est pas un psychanalyste qui dit c'est la différence sexuelle qui compte pour la structuration psychique, il est hors histoire. Donc cette rencontre-là déplace déjà non seulement tout un corpus théorique, voilà, et il faut beaucoup de courage pour déplacer le corpus théorique psychanalytique et surtout les psychanalystes. Donc donc ça c'est déjà un point qui est voilà. Alors ça, c'est un point qui mérite encore d'être approfondi pour l'Antiquité. On est une équipe avec Violaine Sébiote et d'autres, qui est là. Adeline Grand-Clément de Toulouse, qui est là, voilà, où justement on réfléchit Ayrton aussi. Qui est là. Et je pense que c'est voilà. Donc, mais oui, mais tu sais, on n'est pas dans ces catégories. Mais en tout cas, cette idée-là qui est la nôtre, je pense qu'elle mériterait d'être développée aussi d'un point de vue personnel. Parfois, de comment les personnages sont mis en scène dans des romans, dans des tragédies, etc. Et très souvent, quand je dis ça, je sais qu'il y a aussi, dans des groupes féministes auxquels je m'adresse, parfois une résistance parce qu'on tient aussi à l'identité femme. Mais parfois, dans les textes, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a d'autres déterminismes et d'autres éléments matériels, pour rejoindre l'expression du fameux féminisme matérialiste, c'est que finalement, les individus sont placés dans des positions où ils ne sont pas d'abord des femmes ou des hommes, mais plutôt des forces productives, des corps devant faire des enfants, des corps devant allaiter, ou des fonctions spécifiques qui ne sont pas toujours liées au genre. Ensuite, donc déjà, il n'y a pas non plus, je pense qu'on peut aller plus loin encore dans cette réflexion, il n'y a pas de conscience féminine qui aurait pu créer des mouvements féministes, parce que les différences sociales, comme je vous l'ai dit, mais même entre libres et non libres, mais entre personnes libres, sont tellement importantes qu'une femme ne se sent pas proche forcément d'une autre femme sous prétexte qu'elles auraient, enfin pas sous prétexte, dans la mesure où parce qu'elles auraient vécu un même destin. De la même manière, mais ça, je vous ferai le parallèle avec l'homosexualité ensuite. Donc, il n'y a pas cette conscience-là d'une identité de sexe. En revanche, on peut avoir dans les discours quelque chose sur les épouses, dans le cadre de l'oikos, dans le cadre de la transmission du patrimoine. Donc, on est déjà dans quelque chose de plus construit et de plus socialement pensé. Et on pourra revenir sur ce point. Oikos, c'est le terme grec. C'est la maisonnée,
ce qui vient construire aussi. Qui a donné l'économie de la maison, d'ailleurs. Qui a donné ensuite l'économie, puisqu'on a un spécialiste d'économie, on pourra revenir sur cet aspect. Après, je continue juste cette question de la déconstruction, ou du moins du rapport à soi. C'est qu'une personne, dans l'Antiquité, ne se dira non plus jamais homosexuelle et encore jamais hétérosexuelle. Ça étonne moins, parce qu'aujourd'hui, on va dire remonte-toi il y a 20 ans, les gens hétérosexuels ne se disent pas hétérosexuels, puisque pendant longtemps, c'était le neutre invisible, et la démarcation, la différence, c'était les personnes homosexuelles qui étaient nommées. D'ailleurs, homosexualité est un terme qui est apparu avant le terme d'hétérosexualité, puisqu'on norme d'abord la différence à une norme, et ensuite on se rend compte que finalement, il y a une norme qui peut exister parce que la normale, le hors norme existe, et va définir, ou en tout cas désigner, ou nommer, ou tracer des limites à une autre catégorie. Et en tout cas, ce qui est intéressant, et moi ce que je trouve vraiment beau dans les textes anciens, c'est qu'on se rend compte que si on lit les premiers textes d'amour, les premiers poèmes d'amour, les premières descriptions d'élan érotique, il n'y a pas d'identification à une catégorie homosexuelle ou hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même auteur, Anacréon, qui va adresser des poèmes. Alors, ce n'est pas lui personnellement, il dit « je », mais un peu comme lorsqu'on entend des belles chansons d'amour, que je t'aime, etc. Le « je » peut... Voilà, c'est la personne, mais en même temps, en tout cas, on peut voir qu'il y a une personne qui se dit poète, comme Anacréon, et qui va adresser à un garçon des poèmes d'amour brûlants, et 2 poèmes plus tard, un petit peu plus tard dans la soirée, le même poète qui va chanter des poèmes d'amour brûlants pour une femme. Et à aucun moment, il n'y a dans ces poèmes ou dans la mise en scène de ces poèmes quelque chose qui viendrait dire que l'un ou l'autre élan est différent et que l'un ou l'autre élan est supérieur à l'autre. Chez Sappho, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de chant d'élan érotique pour un homme lorsque le jeu est au féminin. C'est-à-dire que dans les poèmes de Sappho qui nous sont parvenus, et on en a trouvé, j'étais contente parce qu'après ma thèse, on a encore trouvé 2 papyrus de Sappho. Si vous voulez, après, vous pourrez me poser des questions. On pourra partir sur ces papyrus nouveaux, 2004 et 2014, des nouveaux papyrus de Sappho qui vont dans ce sens-là. Lorsque je et Sappho, mise en scène, la personne aimée est une femme. Alors, juste quand même pour que vous preniez la mesure de ces découvertes, parce que Sappho, c'est 6 siècles avant. C'est 600 avant. Et donc, les papyrus retrouvés, c'est 2004-2006. De maintenant, en fait. 2004 et 2014, pas il y a des avant, papyrus qu'on de a maintenant. retrouvés. Donc, c'est quand même... Enfin, c'est une découverte considérable. Alors, peut-être pour faire une incise, parce que pour que je retrouve mon fil après, mais c'est ça, c'est important. Rappelez-moi ça. C'est que j'ai fait la papyrologie. J'ai déroulé des papyrus en Égypte, et donc j'ai aussi vu comment on faisait, comment on transcrit, comment on rencontre, comment on commande des papyrus. traduits d'ailleurs. Ces 2-là, on est avec Claude et l'autre, Claude Calam et moi, on a traduit ces papyrus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres papyrus de Sappho, d'autres textes, d'autres fragments qui ont été traduits par des philologues. Moi, ce qui m'a frappé dans les années 90, 2000, 2010, c'est qu'il y a des trentaines, ils sont 50 000, des milliers de papyrologues qui sont passionnés par Sappho, mais qui ne parlent quasiment jamais d'éros, de l'amour, ou même du fait que l'élan érotique chanté est pour une femme. C'est-à-dire que les papyrologues se passionnent pour les papyrus de Sappho, mais on peut avoir 50 articles qui se répondent pour dire oui, mais est-ce que c'est chanté à tel endroit? Est-ce que la pierre ainsi désignée est une marche pour monter sur l'autel? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est un endroit où on descendait pour telle cérémonie, etc. Donc moi, j'étais assez fascinée par l'engouement philologique du savoir positiviste, et j'en reparlerai après pour mon livre, plutôt que déjà que chante-t-on, qu'est-ce que ça dit des gens, etc., etc. Et il y a, je sais pas, alors, une pudeur, ou en tout cas, à une époque, peu de papyrologues s'intéressaient véritablement à l'élan érotique, ou alors certains, quand j'avais la chance de leur parler, disaient oui, mais ça c'est évident. C'est évident, c'est pas très important d'en parler. Bon. Quand on voit les différentes interprétations sur l'anormalité de Sappho, du chant, etc., ça ne semblait pas si évident. Il y a un papyrus de Sappho, un fragment de Sappho, qui pour le coup là n'est pas un papyrus, qui est transmis par un auteur qui s'appelle Longin, et qui transmet Sappho dans un recueil qui s'appelle Du Sublime, qui rassemble les passages les plus beaux de la poésie antique. Et cet auteur transmet ce fameux fragment 31, qui a donné peut-être des passages que vous connaissez, par exemple dans la pièce Phèdre de Racine, quand elle dit « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus,
je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps transir et brûler. En fait, ces oppositions de sentiments, d'effets du corps, c'est repris directement, et on le sait que les auteurs tragiques avaient accès à ces poèmes-là à cette époque-là, c'est repris directement du fragment 31 de Sappho, où c'est une femme qui dit « Il me semble pareil au Dieu, l'homme, quel qu'il soit, assis face à toi et qui entend ». Et elle se met face à quelqu'un qui serait peut-être là et qui entend ce rire et son corps, ses yeux ne voient plus, elle ne peut plus parler, etc. Donc on voit déjà dans ce poème toute la façon dont les Grecs perçoivent ce qu'est l'amour, à savoir d'abord des effets physiques. Il n'y a pas d'intériorité dans les poèmes de Sappho. C'est des effets physiques. L'intériorité, c'est « j'espère que tu arrives » ou « je pense à ce que tu étais auparavant ». Mais on est véritablement, lorsque l'amour est là, c'est d'abord Eros qui traverse les corps, et ce sont les effets physiques qu'on décrit dans des chansons d'amour. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit livre qui s'appelle les 1100 versions d'un poème de Sappho. C'est fou de voir que ce fragment de Sappho, tellement explicite sur l'élan érotique d'une femme pour une femme, parce qu'on voit bien les marques du féminin, dans le jeu et dans la personne qui est observée. Comment ce poème a traversé les époques. Louise Labbé l'a repris au féminin, mais pas de genre de la personne aimée. Racine l'a repris avec une femme qui parle au féminin, mais la personne aimée est un homme. Et Catulle, donc ça c'est avant Racine évidemment, qui le prend au masculin vers une femme. Donc c'est vraiment une sorte de type discursif qui fonctionne quelle que soit la personne amoureuse et quelle que soit la personne aimée. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le paradigme de l'éros antique, c'est que le genre de la personne ne compte pas. Éros n'a pas de genre. Et c'est pas qu'on lui a retiré son genre, c'est simplement qu'on est à une période où, en fait, c'est d'abord, j'ose pas dire une émotion, parce qu'aujourd'hui, on a psychologisé tout ça, mais c'est d'abord une expérience, quelque chose de l'ordre d'une expérience avec une divinité qui vous traverse. Et personne ne vient dire qu'on est homo ou hétéro lorsque le corps est mis en mouvement vers une femme ou vers un homme. Et donc, c'est déjà ça aussi, c'est que non seulement il n'y a pas une conscience première d'être un homme ou une femme d'abord, en disant « voilà, je suis femme, mon expérience recoupe celle des autres femmes », mais dans la mesure où Eros peut être, alors, à l'époque de Sappho, indifféremment pour un homme et pour une femme quand on est un homme ou une femme, un peu plus tard, les femmes ont moins de liberté dans leur élan érotique, mais en tout cas, pour un homme, c'est pour un homme ou pour une femme, de la même manière. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a ce continuum, et où c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, on n'est pas face à la production d'une identité gay ou d'une identité hétérosexuelle. Vous voyez ça ? Et par rapport à ça, donc le deuxième point pour lequel il est absolument fondamental pour les psychanalystes de s'intéresser aux travaux des historiens et des historiennes de l'Antiquité, c'est lorsque Freud, lui-même, himself, va piocher de façon très maladroite, et enfin, peut-être que tu en parleras, mais dans le banquet de Platon, la fable la fable d'Aristophane pour mettre en perspective la question de la bisexualité psychique. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le deuxième point qui est important par rapport au premier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc l'historicisation nécessaire de la sexualité. Le second point, c'est quand Freud dit les anciens, il le dit comme ça, les anciens s'intéressaient beaucoup plus à la question de la pulsion et de l'élan qu'à celui de l'objet. Voilà. Et ça, évidemment, alors c'est une petite note de bas de page, mais on sait très bien qu'il faut toujours lire un livre d'abord en commençant à lire les notes de bas de page, mais qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que et ça nous montre bien justement, ça vient de cette réception. Tu vas nous en parler maintenant, mais de cette réception qui a été faite par certains savants. Alors je mets Freud parmi les savants, mais qui est vraiment très importante, en tout cas du point de vue de la psychanalyse. Oui, non, en tout cas, cette note de Freud est effectivement très juste parce qu'il choisit pour rendre compte de cet élan érotique qui n'est pas caractérisé par son objet, mais par son intensité. Il choisit de parler du mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon.
Alors, en réalité, c'est pas le mythe de l'androgyne, c'est le mythe des 3 boules, puisque chaque boule coupée en 2, une moitié est attirée par l'autre, donc homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Et Freud choisit de parler du mythe de l'androgyne, mais en réalité, tout ce propos est prononcé par un certain Aristophane, mis en scène par Platon. Et si on regarde de près la façon dont Aristophane parle, on se rend compte qu'il reprend des motifs de la poésie archaïque. Et dans ce banquet de Platon, chaque personnage parle à la manière d'eux. Et donc, c'est assez intéressant parce que lorsque Freud, en réalité, se réfère à Platon, c'est en réalité non pas l'amour platonicien de Diotime, l'amour de la philosophie, etc., mais en fait, un des discours du banquet de Platon qui ne représente pas directement la pensée de Platon, mais qui, au contraire, exprime l'élan érotique des poètes grecs, dont celui de Sappho. Donc, en fait, Freud se réfère à cet élan érotique de l'époque archaïque, donc 600 avant notre ère, qui est chanté par Sappho, Anacréon, mais aussi le poète Alcman, qui a mis en scène des chœurs de jeunes filles qui chantent en public à Sparte leur élan érotique publiquement pour leur chef de chœur. Alors, est-ce qu'elles aiment vraiment leur chef de chœur ? Se demandent certains philologues. En fait, la question, pour moi, n'est pas là. C'est qu'on peut, en public, chanter une fiction où les choreutes, les choristes qui chantent, disent quelque chose d'un élan érotique qui vient renforcer un propos. Alors, je ne vais pas dire nationaliste, mais les chansons en question commencent à évoquer les figures tutélaires de la cité, donc on est vraiment dans quelque chose d'identitaire, pour ensuite chanter la force d'Eros, parce que dans une cité qui fonctionne, on descend d'une grande divinité, on justifie la raison pourquoi on est là aujourd'hui, et que Eros nous transporte toutes et tous. Et ça peut être pris en charge par des jeunes filles en public. Donc ça a été, et j'y reviendrai, c'est un des travaux qui ont été faits en 1977, parce que dans mon livre, là, il y a des moments charnières, 77, 1977, 78, ce qui explique un peu la sexualité antique n'a que 50 ans. Juste peut-être pour cette question encore de catégorie et d'identification, je dis souvent, parce que ça me semble assez plus clair comme ça, c'est qu'aucun homme grec ne se serait senti plus proche d'un autre homme grec parce qu'il aime les garçons. En fait, les proximités entre les individus, c'est les statuts sociaux, les lieux que l'on fréquente, les associations, etc. Mais il n'y a pas plus de raison de se sentir proche de quelqu'un qui aime ça ou qui aime autre chose. Et Alperin utilise beaucoup le terme de goût. Ah tiens, on s'entend bien parce que toi aussi tu aimes telle chose ou telle chose. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne en termes d'identité. On peut se regrouper parce qu'on a un hobby, mais c'est pas quelque chose qui va venir vous définir, d'autant plus que aujourd'hui ou pendant longtemps, certaines identités, dont les identités queer par exemple, se sont construites aussi en réaction, en retournement de l'insulte, parce que des personnes vivent dans des milieux hostiles où on les a stigmatisées et justement catégorisées. Et le retour de l'identité, c'est aussi, nous avons un parcours semblable, nous homosexuels, ou etc. Aujourd'hui, on pourrait dire aussi nous, personnes transgenres, etc. Parce qu'on nous a empêchés de faire ci, on nous a insultés, Et donc, c'est parfois aussi l'homophobie qui crée la catégorie homosexualité et qui justifie ensuite des luttes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'homophobie dans l'Antiquité, il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a pas d'hétérophobie, il n'y a pas d'hétérosexuels. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est condamné, bien sûr, il y a des types de comportements qui sont condamnés, mais ils ne sont pas, on ne peut pas réductibles à « tiens, tu aimes quelqu'un du même sexe que toi ». Ce n'est pas quelque chose qui est condamné dans l'Antiquité, premièrement. Et pour revenir à la question du sujet et à la construction de soi, personne ne se dit lesbienne, gay, etc. On ne se dit pas quelque chose parce que cet élan érotique n'est pas un rapport de soi à soi. Voilà, on est pris dans autre chose que la construction des identités actuelles. Sarah, avant de parler de Michel Foucault, Ayrton Pollini, oui, merci qui beaucoup. est professeur à Tours, en histoire grecque. Oui. Non, juste pour peut-être te permettre de donner un peu plus de nuances dans ce que tu viens de dire, parce que, en particulier dans le monde romain, il y a la dénotation amour à la grecque. Et donc là, du coup, c'est peut-être... voilà, est-ce que tu peux faire un petit peu cette mention et de nuance un peu quand certains... Donc chez les Romains, que veut dire chez les Romains l'amour à la grecque ? Je ne connais pas assez le contexte, mais on connaît quelques expressions justement de l'amour à la grecque. Oui. Mais donc du coup, comment on fait pour ces quelques questions-là Est-ce que les Romains avaient des stéréotypes de l'amour à la grecque ? Alors, dans les récents travaux que j'ai lus sur cette question, c'est que précisément, ce n'est pas une catégorie romaine, c'est que c'était utilisé dans des moments spécifiques
pas forcément d'insultes, mais d'invectives, ou etc., etc. Donc, ça peut rejoindre aussi quand on traite quelqu'un de sybarite notoire, parce que, etc., ou quelqu'un qui... Disons que c'est plus des expressions qui vont venir caractériser des types de comportements, mais pas forcément des identités. C'est ça. Maintenant, il est vrai, effectivement, que alors ça, c'est Florence Dupont qui a travaillé sur cette question-là à Rome pour les hommes, c'est que la valorisation que l'on trouve en Grèce ancienne de l'amour entre un homme et un homme plus jeune, cette valorisation-là, à un moment donné, que certains désignent comme une institutionnalisation. Mais je n'aime pas ce terme parce qu'il est confus et on pense qu'il y a des vraies institutions, alors que ce n'est pas le cas. En tout cas, des valorisations de type d'amour qui correspondent à l'idéal d'une norme. Cette valorisation-là n'existe pas à Rome, mais ça ne veut pas dire que l'élan érotique pour des garçons n'existe pas. Voilà, donc on protège, c'est la question chaque fois à Rome de protéger le pudor d'un citoyen romain qui ne doit pas faire l'objet d'une instrumentalisation par un autre citoyen romain. En fait, la caractéristique véritablement pour Rome, c'est d'être soumis au plaisir de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est intéressant avec cette question de la soumission, c'est qu'on reste quand même dans des questions... c'est important de mettre soumis, mais pas mettre d'autres précisions, comme ont voulu le faire certains, pour décrire les sexualités antiques avec l'importance de actif-passif, qui fait une sorte de binarité avec pénétrant, pénétré, etc., etc. Et donc, dans les récents travaux des années 90, il y a un chercheur qui s'appelle Craig Williams, qui a travaillé sur l'homosexualité romaine, masculine. Alors, c'est drôle parce que quand c'est sur les hommes, les gens ne mettent pas dans le titre. Donc, on a Kenneth Dover qui écrit « Homosexualité grecque ». Il est question que des hommes et dans une petite annexe, appendice d'ailleurs, ça s'appelle. Il y a quelques pages sur les femmes. Voilà. Et c'est assez... Et d'ailleurs, avec Louis-Georges Stein, je ne sais pas si vous connaissez Louis-Georges Stein, il a écrit un livre sur l'invention de la culture hétérosexuelle à l'époque médiévale. Et Louis-Georges Stein est une des personnes qui a fondé, avec d'autres, la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et donc, avec Louis-Georges, on trouvait que tous ces gens qui font des livres qui appellent homosexualité, alors qu'il n'y a pas question des femmes, ou l'amour en Grèce, ou l'amour à Rome, et en fait, il est question que de relations hétérosexuelles, on s'est dit, on va écrire un livre qui va s'appeler « Aimer en Grèce ancienne et à Rome », et on va parler que des relations homo. Et ça a marché, c'est sorti, alors on a dû mettre un petit sous-titre en dessous, mais le surtitre c'était « Aimer en Grèce et à Rome ». Et on était assez contents de dire, ben voilà, en fait pour moi, et c'est vrai, les premières expressions intenses érotiques, c'est dans la poésie de Sappho, d'Anacréon et d'Alcée, etc. Et ce sont d'abord des élans érotiques que nous appellerions homo-érotiques. Donc ça, c'était assez drôle. Et dans ce petit signet, ça c'est pour l'anecdote parce qu'elle est assez drôle, parce que toi aussi tu as fait un signet, donc tu sais comment ça marche aux belles lettres. Alors aux belles lettres, ce sont des petits corpus de... Vas-y, dis. Non, c'est simplement pour demander à Benjamin de l'apporter, le petit signet, il est là. Il va pour vous le montrer. Donc en dessous, finalement, oui, ils ont mis le titre en dessous, Aimer en Grèce et à Rome, mais les belles lettres après ont mis homosexualité en dessous, mais on était quand même juste content de mettre Aimer en Grèce et à Rome. Et on a eu les droits de Pierre et Gilles pour cette compilation. Alors, elle est assez précieuse parce qu'on a essayé vraiment d'être assez équilibré entre hommes et femmes parce que d'autres anthologies complètes, forcément, vont mettre plus de... Et donc, pour l'anecdote, on est plusieurs à s'être prêtés à cet exercice aux belles lettres. Il s'agit de faire des compilations sur des thématiques. Et l'intérêt de cette collection, c'est d'interviewer quelqu'un, de faire un entretien au début avec des personnes à l'époque contemporaine qui serait l'équivalent contemporain ou qui aurait quelque chose à dire sur le sujet. Donc, par exemple, il y a eu toute une anthologie sur la question de la cuisine à Rome. Et donc, ils ont interviewé, pendant quelques pages, un grand cuisinier étoilé. Il y avait un corpus sur les odeurs et parfums en Grèce ancienne. Et les personnes qui ont fait cette anthologie sont allées interviewer un grand parfumeur. Et avec le Georges, on s'est dit, mais qui on va interviewer pour homosexualité et aimer en Grèce et à Rome? Et on s'est dit, mais un psychanalyste, bien sûr. Et donc, la préface est faite par Jean Alouche, justement. Et ça a fait ce petit décalage assez drôle. Qui est le spécialiste aujourd'hui de la sexualité antique? Voilà. Et on s'est dit que c'était drôle. Pas tous les psychanalystes. Mais non, voilà. Mais en tout cas, de ce courant qui, justement, a envie d'être traversé, pas tellement par l'Antiquité forcément, mais cette maison d'édition et cette école veut être traversée par les travaux des
à l'époque Women's Studies, Gender Studies et LGBT Studies aux États-Unis dans les années 90 et 2000. Voilà. Donc ça, c'est le premier temps de remise un peu en perspective historique, justement, des catégories dans l'Antiquité. Puis vint Michel Foucault. Voilà. Donc Michel Foucault, on peut dire que là, vraiment, c'est l'intérêt, l'originalité de ton travail. C'est aussi d'intégrer, évidemment, la pensée foucaldienne dans ce champ-là. Bon, vous le savez, évidemment, Michel Foucault, l'histoire de la sexualité, rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le premier samedi tome, 2 juin 2025, La volonté de savoir. Alors, je dis juste, après, évidemment, autour de la publication de son dans roman le détail, mais La volonté de savoir, donc c'est tout ce que Michel Foucault va déplier, justement, du dispositif de la sexualité qu'il va qualifier de moderne. C'est-à-dire, et notamment avec la question de la psychanalyse comme étant l'un des bras armés disciplinaires de ce dispositif discursif qu'est la sexualité moderne. Donc ça, c'est le premier tome. Et ensuite, il y a les deux autres qui, non pas que le premier ne t'intéresse pas, enfin dans le premier, bien sûr, La volonté de savoir, Foucault dit on peut considérer le dispositif discursif de la sexualité comme étant la généalogie de la psychanalyse. Donc vraiment, là, il entre de façon un peu très effractive même dans le champ de la psychanalyse en disant il y a une histoire à faire. Et c'est très intéressant qu'il commence par la question moderne du sujet. Il prend comme objet la sexualité, quoi. Et ensuite, l'usage des plaisirs et le souci de soi. Et enfin, Les aveux de la chair, qui est le 4e tome. Et donc, sur l'usage des plaisirs et le souci de soi, tu as beaucoup travaillé là-dessus, puisqu'il travaille, il s'empare des anciens, et d'une certaine façon. Et c'est vraiment au cœur aussi de ton travail, puisque précisément, c'est à partir, notamment de Michel Foucault, que la sexualité antique devient aussi une histoire moderne, précisément. Si j'ai pas dit de bêtises. Non, tout à fait. Oui, il y a effectivement un tournant autour fin des années 70, et il est clair que la démarche dont je vous parle là, qui est celle de David Alperin et de John Winkler, qui est de considérer que les sociétés anciennes sont des sociétés before sexuality, d'avant la sexualité, sont totalement informées et inspirées du travail de Michel Foucault. Alors, before sexuality, ça veut précisément dire on n'est pas juste avant l'homo ou l'hétérosexualité, on est même avant la sexualité comme un dispositif discursif qui nous enjoint à nous définir, mais aussi qui crée des identités ou des normes, etc. Et donc, dans ce before sexuality, il s'agit de partir, tel des anthropologues, dans des mondes où finalement, il s'agit de retrouver les normes, les frontières, etc. Florence Dupont utilise une expression assez intéressante. Elle dit il s'agit de faire des Grecs et des Romains des sauvages comme les autres. Parce que ce qui nous empêche aussi, et ça Foucault l'a sûrement vécu, c'est que c'était d'ailleurs aussi les raisons pour lesquelles j'avais parfois des réactions lorsque je parlais de sexualité antique. Certains me disent « Ah, c'est comme ça », mais d'autres aussi « Comment peut-on toucher aux Grecs qui sont, malgré tout, pour certains, nos ancêtres ?» Donc il y a un rapport assez de vénération à ce passé qui est les racines de ce qui fait notre Occident, la philosophie, la démocratie, le droit romain, etc. On ne touche pas aux Grecs comme ça. D'une certaine manière, les gens qui travaillent sur la sexualité des Papous en Nouvelle-Guinée ou dans d'autres régions qu'on allait observer, on les laissait parce que finalement, il y avait cette distance qui ne les ramène pas à nous. Mais cette réaction par rapport à certains travaux, et les miens en particulier aussi, sur l'homosexualité, je pense était lié au fait que les Grecs sont des éléments de notre propre identité. Donc il y avait à la fois des réactions sur la question de la sexualité, mais aussi le fait que on ne touche pas aux Grecs et aux Romains comme ça. Et Foucault a fait ça. Et comme d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais parce que comme tu parlais de Florence Dupont qui dit, et tu reprends ça, que c'est une curiosité de dire que ce sont les Grecs qui ont inventé la démocratie, quoi. C'est l'invention. Quand on regarde le fonctionnement, après c'est des noms, des nominations. C'est pas tellement les Grecs, enfin je sais pas moi. Il n'y avait pas de femmes. Donc oui, c'est ce qu'on entend nous, c'est l'historisation des catégories. Enfin, simplement, c'est vraiment ce sujet tellement touchy. Et donc, ce qui est intéressant avec Foucault, c'est que finalement,
surtout sa volonté de savoir, la volonté de savoir qui pose quelque chose de très intéressant, c'est que ce dispositif qui s'appuie sur des discours scientifiques, des discours médicaux, des discours des psychiatres, etc., fait que la sexualité dans laquelle nous vivons est devenue extrêmement bavarde. Donc, c'est par la positive que l'on s'est défini et pas uniquement par des interdictions. Et il oppose ça à ce qui se passe avant, au Moyen-Âge ou d'autres, où certaines normes, certaines formes de pouvoir fonctionnaient simplement par l'interdiction et pas par la production. Production de normes, production de soi-même, comme respectant tel ou tel comportement, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans la volonté de savoir, il déconstruit ce qu'il appelle l'hypothèse répressive, c'est-à-dire l'idée que nous serions dans la répression à parler de notre sexualité. Il dit que c'est une hypothèse, alors même précisément qu'il rappelle les libertins, en tout cas en Occident, en France notamment, mais pas seulement, les libertins du XVIIIe, les romans du XVIIe, et évidemment la sexologie. Là, je renvoie évidemment aux travaux de Sylvie qui est là, la sexologie du XIXe. Donc en fait, cette hypothèse, il dit que cette répression, en fait, est tout à fait un fait de discours qui nous enjoint, comme tu le dis, qui nous enjoint à nous libérer, entre guillemets, par la parole. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il met la psychanalyse comme étant un des instruments de cette hypothèse répressive. Il dit, voilà, il s'agirait de parler et vous seriez libérés. Je ne sais pas très bien de quoi, mais... Oui, donc, oui, en tout cas, quelque chose qui dit... L'idée de Foucault, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a un moment donné où émerge l'idée, dans notre monde occidental, que le sexe va dire une vérité de nous-mêmes. Et que nous-mêmes, nous allons nous constituer, essayer de construire le sexe, qui soit notre identité ou notre pratique sexuelle, ou notre pratique érotique, ou même simplement une pratique identitaire, est à construire comme étant quelque chose de nous-mêmes. Et cette construction d'identité, Foucault montre que, voilà, elle est contemporaine, et il entreprend de partir plus loin pour montrer que les dispositifs sont tellement différents qu'on ne peut que valider la volonté de savoir. Et là, il fait un saut dans le temps qui a beaucoup étonné les lecteurs, parce qu'il va du côté des Grecs, en oubliant, pour certains, l'Antiquité tardive. Enfin, voilà, il recommence, on ne sait pas si c'est préquel ou séquel. En tout cas, il commence à parler de Grèce ancienne, alors même qu'il a déjà écrit, ça on le savait, on l'a su plus tard, il avait déjà écrit Les Aveux de la chair, où il s'intéresse à la question de la pratique de la confession et de l'importance que les pères de l'Église ont mis à maîtriser sa libido, ses pulsions, à se méfier de la concupiscence, à essayer de maîtriser les mouvements involontaires du désir, de l'âme, etc., etc. Donc avec cette apparition du désir aux dépens de la notion de plaisir. Toute petite parenthèse, mais je trouve qu'elle a aussi son importance par rapport à la question justement de l'historicisation que tes travaux permettent. Le terme de libido, dont on pourrait penser que c'est un terme qui a été inventé, en tout cas théorisé par Freud. En fait, Foucault rappelle qu'il est, alors pas théorisé, mais en tout cas, il est largement emprunté par Augustin. J'ai failli dire saint, mais avant d'être saint, il était Augustin en fait. C'est Augustin qui travaille sur la question de la libido et de la nécessité de, comme tu le dis, de contrôler cette libido. Et d'ailleurs, dans Les Aveux de la chair, il y a des passages très intéressants aussi chez un auteur chrétien qui s'appelle Cassien, qui essaye de voir comment un homme devrait pouvoir maîtriser ses propres rêves pour éviter certains mouvements du corps durant la nuit involontaires. Voilà. Et donc, mais ce rapport au rêve devient très intéressant aussi quand on voit comment les Grecs anciens, justement, dans ces sociétés before sexuality, considèrent le rêve comme tout à fait différent, pouvant annoncer l'avenir et n'étant jamais en soi ni bon ni mauvais. Enfin, voilà, ça dépend de son statut, etc. Ça, c'est encore une autre De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'au centre de tout ça, il y a vraiment la question du corps. C'est-à-dire comment le corps est contrôlé, dressé, voilà. Et donc finalement, c'était même pas encore tellement la question de la différenciation homme-femme. Non. C'était vraiment un rapport de maîtrise de son corps. Et ça, c'est ce qui intéresse énormément Foucault. Et c'est pour ça qu'il y a pu y avoir aussi des malentendus, ou en tout cas pas des malentendus, mais des différentes façons de lire l'usage des plaisirs et le souci de soi. Parce que finalement, ce que Foucault cherche, lui,
lui, il s'intéresse pas tellement aux Grecs et aux Romains. Et il le dit parfois, il est allé voir, il s'y intéressait, il a pris des notes, on peut voir ses fiches de lecture, il prenait des notes en grec, il commentait, il a lu énormément. Mais ce qui l'intéressait plutôt, c'était de voir comment ça avait pu évoluer vers cette injonction à contrôler son propre corps, à construire une sorte de style de vie pour arriver ensuite à la confession chrétienne. Donc, régime des aphrodisias, la chair chrétienne, le dispositif de sexualité moderne. Tels sont les 3 temps qu'il essaye de dessiner. Et d'une certaine manière, mais tant mieux pour les chercheurs que nous sommes, c'est qu'il ne s'est pas tant que ça intéressé au corpus antique qui, moi, m'intéresse, à savoir la poésie grecque archaïque, et même aussi ce que disent les orateurs grecs athéniens de conflits qu'il y a pu y avoir dans des cités, entre des personnes, où il est question d'élan érotique également, etc. Donc, il s'est intéressé à un certain type de texte. Et finalement, alors même que cette série s'appelle « Histoire de la sexualité », en fait, c'est surtout son volume 1 qui parle véritablement d'une naissance, d'une réflexion sur ce que la sexualité est devenue comme dispositif, alors qu'il opère, et ça ce sont les commentateurs qui le disent, il opère véritablement une forme de tournant philosophique et éthique pour la Grèce. Et ce qui fait qu'il s'intéresse davantage à des considérations des philosophes stoïciens, d'autres comme Plutarque, etc., de types de comportements qui viennent dire comment il faut essayer de vivre mieux, de mener une vie bonne, donc une réflexion philosophique sur un parcours, sur une vie. Alors, c'est très intéressant parce que justement, ça ne met pas le sexe et la sexualité au cœur des choses qu'il faut normer, et il montre comment les Grecs considèrent qu'il faut le corps dans sa totalité, essayer de trouver un bon équilibre, un bon usage des plaisirs, mais des plaisirs en général, qu'il va mettre, alors il va utiliser Aphrodisia va quand même être davantage dirigée vers l'expérience érotique. On peut le traduire par plaisir, oui. simplement. Ou en tout cas plaisir, Aphrodisia, donc les plaisirs que nous on rattacherait au champ érotique. Mais il montre, et d'autres l'ont montré aussi, d'autres chercheurs ont montré que finalement la façon dont on gérait ça, le vocabulaire utilisé était le même quand il s'agissait aussi de modérer ses élans pour l'appétit, pour la boisson et pour d'autres choses. Voilà, c'est tout type de plaisir que peuvent ressentir le corps qui devait être contrôlé, ou en tout cas, pas forcément contrôlé d'un point de vue négatif, mais pour construire quelque chose du corps du philosophe. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il y a eu aussi des théoriciennes féministes qui ont dit « Ok, Foucault, c'est intéressant, mais où sont les femmes dans cette histoire ?» Et c'est vrai que lorsqu'on lit l'usage des plaisirs ou la volonté ou le souci de soi, ce sont des textes plutôt prescriptifs auquel il s'intéresse, produit plutôt adressé à un homme et un citoyen. En tout cas, pour revenir à Foucault, son coup de génie, effectivement, et il le montre c'est ce qui articule, c'est ce qui a été à l'origine des travaux d'Alperine et d'autres, c'est de considérer qu'on est dans un dispositif avant tout cela. Ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, il faut reprendre les textes et il faut essayer de voir comment se configure, dans quel contexte, l'expérience érotique de façon plus large. Et pour faire ça, eh bien, il faut. L'intérêt aussi, c'est de se dégager, et ça, je l'ai dit auparavant, de tout ce poids que nous avons, nous, autour des questions de sexualité, d'une part, qui nous construisent, et de ce rapport aux Grecs et aux Romains de l'autre. Donc, c'est déjà. C'est pas évident. Et lorsque Foucault a commencé à produire ce travail sur l'Antiquité, il y a eu une véritable moquerie, une véritable méfiance des milieux autorisés. Des professionnels de la profession des antiquisants, des papyrologues, des philologues, etc. Et Foucault n'était pas le seul à commencer à avancer dans ce champ-là, sur de travail sur la sexualité antique, mais il y a eu, dans les années 80, une sorte de rejet de certaines disciplines qui n'ont pas voulu commencer à dialoguer. Et je me suis dit, mais d'où ça vient ? Comment ça se fait ? Alors que, finalement, lorsqu'on commence à travailler sur l'Antiquité, on se rend compte que les philologues de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle nous offraient énormément de sources, de documents sur cette question-là. À quel moment en est-on venu à moraliser la sexualité des anciens ? Alors, on aurait pu penser que c'était avant, et qu'aujourd'hui, dans les années 80, quand Foucault arrive en plein milieu, après ce qu'on appelle trop rapidement la libération sexuelle, mais en tout cas avec ce qui s'est passé fin 68, début 70, avec le début des séminaires aussi dans les universités où on s'intéresse aux études qui sont des femmes, etc. Pourquoi il y a une telle moralisation de la sexualité des Grecs ?
Déjà, j'insiste là-dessus parce que pour le coup, c'est vraiment aussi une question pour les psychanalystes. C'est dans l'usage des plaisirs où Foucault dit le fil rouge de ma réflexion, c'est comment et à quel moment et comment la sexualité est-elle relève-t-elle d'un domaine moral ? Et c'est évidemment une vraie question, quoi. Enfin, une vraie question, c'est-à-dire pas simplement historique, mais aussi de tous les effets que ça va avoir sur toutes les projections qu'on a sur cette question, sur cet objet de sexualité. À quel moment et comment, quels sont les procédés, quels sont les dispositifs possibles qui ont fait que la sexualité est devenue un domaine moral. Et c'est très intéressant, juste peut-être pour vous parler, sans parler d'historiographie, là, mais c'est que ces questions morales, on peut donner quelques exemples pour l'Antiquité. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, quand il y a des mesures qui viennent considérer que tel individu s'est mal comporté parce qu'il a trop soumis son corps à des plaisirs, etc., c'est pas moral. Ce n'est pas un bon citoyen pour diriger la cité à ce moment-là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va ensuite, la nuit, y penser, se dire « j'ai fait quelque chose de mal », il n'y a pas de Dieu qui va lui dire en lui-même, enfin, il n'a pas un rapport à une sorte d'extériorité qui lui dirait « ce que tu as fait est mal », etc. C'est des questions d'ordre social. Et on a cru à un moment donné, d'ailleurs, que quelque chose était réglé avec le travail de Kenneth Dover sur ce fameux procès. Il y a un procès au IVe siècle avant notre ère, c'est un certain Échine, qui est un orateur, un homme politique surtout, qui va faire un discours qui s'appelle le contre Timarque, où il raconte comment Timarque a été l'amant de plein d'hommes, elle a vendu son corps, enfin, il y a beaucoup d'éléments d'insultes qu'on pourrait traduire très vite avec du vocabulaire contemporain. Et il y a eu des malentendus dans ces lectures et beaucoup ont considéré que c'était un procès où on utilisait l'interdiction de l'homosexualité pour discréditer un adversaire. Et Kenneth Dover retravaille ça donc en 1978. Alors je dis c'est un moment charnière à la fin du XXe siècle, ces années-là, où il montre qu'en fait, et ça a été révélateur pour Foucault également, qu'en fait, c'est pas du tout la question de l'homosexualité. C'est pas le fait qu'il ait couché avec des hommes qui ait posé problème, c'est le fait qu'il ait demandé de l'argent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable et c'est quelqu'un qui, malgré ça, a accepté des charges dans la cité athénienne alors qu'il n'aurait pas dû. Donc, en fait, c'est plutôt de ne pas avoir respecté certaines normes de rapport à l'autre social, mais ça ne dit rien de son rapport à sa mère, à son père, de s'il a été violé quand il était petit, ou si, au contraire, il lui arrivait telle chose, telle chose. Il n'y a pas de rapport à un passé ou à une forme d'intimité. Et donc, on a cru, à un moment donné, qu'avec cette démonstration de Kenneth Dover, on allait enfin dépsychologiser les élans érotiques des Grecs, parce que c'est ça, en fait, c'est une psychologisation contemporaine, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, ce qui est fou, c'est que quand on parle de comment, petit à petit, la sexualité est devenue une affaire ou un enjeu moral, et c'est Foucault qui pose cette question, à quel moment c'est devenu un rapport ou un enjeu moral et aussi quelque chose qui compte dans le rapport de soi à soi, alors que là, pour Timarque, c'est juste de soi aux dirigeants de la cité, et c'est peut-être un honneur, mais c'est un honneur social, c'est pas mon Dieu, je suis anormal parce que j'ai ressenti l'élan érotique pour mon petit copain à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très, très... et c'est surtout pas médicalisé, et c'est pas une... Et donc, à quel moment la sexualité est devenue une question morale ou quelque chose de l'ordre d'un rapport de soi à soi ? Et moi, je me suis demandé, mais à partir de quand ou comment la sexualité antique est devenue un enjeu moral dans notre modernité. C'est-à-dire que dans ce livre-là, j'ai fait une sorte de métadiscours. Avant, je m'intéressais aux anciens, il fallait travailler avec des gens qui parlaient des anciens. Et là, c'était tellement dur de s'en sortir aussi, parce qu'avec des traductions qui datent des années 50 et 60, on avait du vocabulaire particulier. De toute façon, si on cherche des termes dans les dictionnaires, on trouve débauché, débauché, débauché. Si je mets un mot grec, un mot latin, on trouve débauché. Donc, avec ça, on est avancé. Mais, ou alors maintenant, on trouverait sodomite. Enfin, je ne sais pas, des trucs complètement fous. Après, quand on lit des articles, même intéressants, ils sont tellement pris dans les normes d'une époque, avec des textes très intéressants de Paul Venn, mais qui tout d'un coup va sortir une sorte de théorie sur le sabrage pour ce qu'il appelle, lui, la sexualité active. Donc, chaque période ou chaque auteur a des façons d'utiliser son propre vocabulaire sexuel pour commenter un vocabulaire qui en fait est grec et latin. Donc déjà, quand on travaille avec ces auteurs-là, tout simplement quand on fait une recherche, il faut tout le temps replacer ces auteurs et c'est pas toujours simple. Et là, j'ai essayé de faire un truc différent, c'est essayer de voir comment il y a eu des configurations ou des nébuleuses de discours
qu'on peut tracer sous forme d'un fil, ou qui, pour moi, en tout cas, ça m'a permis de voir plus clair sur la façon dont on avait travaillé sur la sexualité antique. Voilà. Et là, j'ai trouvé 3 temps, mais après, c'est ce que moi, j'ai trouvé par rapport aux lectures que j'avais faites pour mes travaux. J'ai suivi des fils, des références. Parfois, c'est très intéressant de voir sur qui s'appuie Foucault pour faire son histoire de la sexualité, quelles sont ses références. Quand on va voir ses références, quelles sont ses références, ou Venn, ou d'autres, sur quels travaux il s'appuyait pour commencer à penser ou à se déplacer par rapport à une pensée commune sur les Grecs. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est de voir que finalement, fin 18e, début 19e, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de tabou, mais c'est un moment où on commence à se dire que l'on peut parler, je mets des guillemets, objectivement des Grecs et des Romains. Donc il y a un moment, c'est l'époque, c'est l'essor de la philologie en Allemagne, c'est aussi le développement des encyclopédies, des lexiques, où étonnamment, revenons au présent, si quelqu'un aujourd'hui veut avoir plein de références, ou en tout cas peut-être pas aujourd'hui, mais disons en 2005, au moment où j'ai travaillé, en 2005, si je cherchais la liste la plus exhaustive de textes qui parlent de tel type de pratique sexuelle, etc., j'allais voir une vieille encyclopédie allemande qui me donnait toutes les références, bien plus que des ouvrages des années 80 ou des années 2000, 1960 ou 2000. Et donc, quand on va voir ces Allemands, oui, c'est vrai qu'ils ont des commentaires un peu étranges, mais on a une description, on a des listes, on a une connaissance de la littérature antique assez impressionnante, avec cette volonté quasiment, enfin, évidemment positiviste, de dire le réel. Donc, la philologie se développe, on commence à éditer des textes, donc on commence à faire connaître des textes, parce que même chez les orateurs attiques, il y a des questions de relations érotiques avec tel homme qui en poursuit un autre parce qu'il est jaloux et qu'il y a une guerre il se jette des pierres à la figure parce qu'ils sont tous les deux amoureux du même garçon et il y en a un qui va porter plainte, etc. Alors, c'est peut-être pas ce texte-là qu'on fait en petit grec au lycée, mais en tout cas, il y a énormément de textes, voilà, parce que c'est des éléments dans la vie quotidienne, comme dans des pièces d'Aristophane, avec évidemment des jeux de mots, des caricatures, des hommes qu'on traite de ruproctose, donc à l'anus élargi, etc. Donc certains y ont vu des références à la condamnation de l'homosexualité, mais en même temps, quand on voit la façon dont ils se moquent des hommes et des femmes en couple dans l'oikos, on pourrait aussi dire que c'est une condamnation de l'hétérosexualité ou de la relation conjugale telle que les Athéniens veulent la pratiquer, etc. Donc en tout cas, dans un premier temps, on a une sorte de production scientifique par l'affirmative de lexique. Alors, on peut avoir une entrée pédérastie, on a une entrée cousse, baiser, on a une entrée, le baiser, simplement. On a différentes entrées, même sur la tribade, Et donc, il y a énormément de lexique qui se développe, mais de façon avec lexique érotique, glossarium eroticum, etc. Donc, on a une explosion de travaux scientifiques que j'ai essayé de résumer sous le sexe décrit. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où on croit aussi au pouvoir de la médecine, à ce que peuvent faire certains traitements, etc. Donc, on décrit, on dit voilà. Donc, bien sûr, ce n'est pas encore le moment où on va montrer toute la beauté des poèmes de Sappho, mais il y a des auteurs allemands qui, par exemple, vont donner tous les poèmes de Sappho, parce qu'il s'agit d'être un bon philologue et de donner les textes. Il s'appelle Welcker, et en même temps d'écrire un petit traité pour libérer Sappho d'un préjugé dominant. Pour dire, ne croyez pas en lisant ces poèmes-là qu'elle est homosexuelle, ou en tout cas, elle ne dit pas le mot homosexuel, mais qu'elle aime les femmes, c'est plutôt une maîtresse d'école, etc. Donc, il y a des explications à côté, mais le texte est donné. Finalement, on n'a pas de censure. Alors, évidemment, il faut savoir le grec ou le latin, mais il y a quelque chose... déjà en soi une censure de base. Non, mais on commence des traductions où pour l'époque, c'était pas tellement... Enfin, les petits, on faisait du latin. On faisait, et puis ce qui était assez intéressant, mais ça existe encore aujourd'hui, quand il y a des termes un peu trop crus en latin, on les traduit en grec, et quand c'est un peu... Moi, j'ai encore des budets, où tout d'un coup, c'est tellement... les trucs sont des budets, donc c'est les éditions bilingues, etc., ou les éditions Leub, qui sont des éditions bilingues des textes antiques, où quand c'est trop hard, on traduit pas, on met le mot, on traduit en grec ancien, quand c'est en latin, ou en latin quand c'est en grec ancien. C'est assez drôle. Donc là, on se dit, là, ça doit être intéressant. Donc, en tout cas, il y a quand même à ce moment-là quelque chose, et c'est étonnant, qui n'est pas encore de l'ordre de la censure. Et ensuite, il va se produire quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est que on se met alors à justifier la raison pour laquelle certaines choses ne sont pas comme chez nous. Donc ça commence aussi avec les voyageurs, l'observation
ce qu'on appelait l'ethnologie à l'époque, l'observation des populations, des peuples éloignés qui ne sont pas comme nous. Et là commencent des grands débats, alors je ne rentre pas dans les détails, mais des grands débats pour savoir si les rituels d'intégration qu'on a pu voir dans certains textes qui parlent de la Crète ou de Sparte, c'est un peu comme dans ce village en Afrique où le jeune homme est exclu de la cité, va avoir un temps des relations érotiques avec un autre garçon et va revenir après. Donc c'est tout le moment des grandes réflexions sur les rituels d'initiation, par exemple. Donc est-ce que les Grecs sont des Africains comme les autres, ou est-ce que ce sont des papous comme les autres, ou à l'inverse, est-ce que ce qu'ils font, il faut l'interpréter autrement? Et là, il y a des grands débats, parce que certaines personnes considèrent que le moment où le jeune homme va à l'extérieur de la cité avant de revenir et d'intégrer un groupe d'hommes qui va lui donner son statut, ce qu'il fait à l'extérieur de la cité, certains interprètes vont dire il va y avoir un renversement. Il sort, donc il va s'ensauvager, il quitte la cité où on est civilisé, et donc, en tant qu'ensauvagé, il va avoir des relations homosexuelles, et après, il revient, il redevient normal. Et en fait, on se dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas considéré comme une inversion, dans la mesure où, une fois qu'il revient dans une cité, c'est une cité où les relations entre hommes sont reconnues. Donc, cette question d'inversion ne fonctionne que pour des personnes qui ont envie de sauver les Grecs de leur érotisme multiple, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que dans un premier temps, les démarches des anthropologues, des ethnologues, ça a été les comparaisons avec d'autres cultures. Et certains auteurs qui ont voulu aussi sauver les Grecs de ce qui se passe se demandaient aussi comment justifier que ces Grecs qu'on aime tant, qu'on enseigne à nos jeunes dans les écoles, se sont livrés à ces mœurs aussi choquantes. Et parfois, certains historiens ont dit « Ah, mais c'est un peu comme à l'armée. Ils sont qu'ensemble, donc il se passe des choses, alors que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à accéder aux femmes. » Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport aux normes de l'historien ou du philologue qu'on va chercher des points à expliciter. Donc, c'est notre conception de la sexualité qui vient repérer les éléments d'anormalité selon le point de vue de la personne qui émet ce regard. Et on va commencer à trouver des justifications et des explications. Donc après un sexe décrit, que finalement on décrivait de façon quasiment, croyait-on, objective, dans cette démarche positiviste, on commence à avoir des débats où il s'agit d'expliquer et de justifier. Ça, c'est encore avant Dover. Oui, non, juste pour ce que tu dis, c'est qu'en fait, les façons de décrire sous couvert d'objectivité en disent plus sur les normes d'une époque dans laquelle l'historien ou le savant est pris, plutôt qu'évidemment la description. C'est ça que en fait, de façon très érudite et très précise, tu montres. Mais c'est ça qui est très intéressant à suivre. C'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois l'éclairage de l'Antiquité, mais un éclairage évidemment biaisé, avec des biais cognitifs, et en fait, en sous-texte, toutes les normes de l'époque qui parlent de cet objet-là. En fait, on est tout le temps en fait pris, y compris aujourd'hui, quand on parle de la sexualité, on est aussi pris dans les normes qui sont celles de notre époque. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est que les corpus mêmes qui nous parviennent ont été pas forcément censurés, mais ont été construits pour nous donner une vision des Grecs telle qu'elle était. On pense que les textes qui nous parviennent, voilà, on a des textes, on a des éditions de textes avec des notes de bas de page, et que c'est objectif. Mais non, en fait, si on prend l'anthologie grecque qui regroupe des centaines et des centaines de poèmes, des épitaphes, etc., on a l'anthologie, le livre 5, qui est présenté aux éditions des Belles Lettres, mais qui reprend des volumes qui ont été construits uniquement avec des descriptions ou des poèmes érotiques des hommes vers les femmes. Et dans le livre 12, qui est sorti très tardivement, mais qui est quand même le livre 12, des poèmes érotiques, homo-érotiques, homme-homme, dans le livre 12. Mais ils n'ont jamais été séparés, ces livres. Ils ont été toujours fusionnés. Alors ça, on se dit, bon, ok, c'est Eros, on sépare. Mais plus grave encore, un poète du VIe siècle avant notre ère qui s'appelle Théognis, qui faisait de la chanson de banquet et qui produisait des discours et des réflexions politiques avec une idée de transmettre des valeurs. On a un livre où il y a toutes les considérations politiques, et l'autre livre où il y a énormément de considérations érotiques. Mais c'est une véritable reconstruction parce qu'en réalité, tous ces chants étaient chantés à la suite, de façon mélangée, et que l'érotique est pris dans une réflexion politique. Donc, ce qui est fou, c'est que c'est même les corpus tels qu'on les prend, on s'imagine, ah, c'est objectif, on a des corpus. Non, les corpus ont été construits, ont été informés par les
conception de la sexualité au moment où on édite les textes. Alors bon, nous on commence à réfléchir là-dessus, ça nous semble évident, mais moi je suis désolée, théognisme, pendant longtemps, ça me semblait pas aussi fort. Et là je me dis, mais c'est fou, on a vraiment amputé, en séparant ces deux livres, on nous empêche de comprendre ce que pouvait être, en termes de sociabilité politique, le banquet, où se retrouvait une élite masculine qui à la fois chantait les beaux garçons, chantait l'importance de transmettre des valeurs politiques à un beau garçon, chantait des choses très érotiques aussi, et revenait ensuite à un discours très très j'allais dire moral, mais c'est pas moral, mais en tout cas des considérations d'ordre de blâme envers les personnes qui ne servent pas à leur cité, ou d'éloges pour les personnes qui viennent, qui sont au service de leur cité. Et Eros est pris dedans. Et c'est notre construction des textes qui est venue délimiter quelque chose qui fonctionne en fait sur le mode d'un continuum. C'est d'ailleurs donc en cela que la sexualité antique dont tu parles est une histoire moderne. Il faudrait presque dire que ça relève de ce qu'on appelle aujourd'hui de façon de savoir situer, quoi. Voilà. Et comme il nous reste 5 minutes, est-ce que, avant que tu dises ton dernier mot, enfin ton dernier mot, ça fait un peu jeu télévisé, mais est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou des remarques? Oui, monsieur? Oui, vous avez dit que les Romains, les Grecs, ils s'identifiaient pas par la sexualité, mais ils s'identifiaient plus par la classe sociale, tout ça. Bon. Et comme l'identification, n'importe quelle identification politique, sexuelle, tout ce qu'on veut, ça passe beaucoup par les mots. Par la définition, le mot. Est-ce qu'il y avait un mot en grec ou en latin pour dire homosexuel, hétérosexuel, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, merci de cette question parce que c'est très juste, c'est la question du lexique. Eh bien, dans la mesure où il n'y a pas d'homo et d'hétérosexuel, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. En revanche, on peut trouver... Et ce qui est intéressant, on peut trouver des termes qui viennent décrire des pratiques sexuelles, mais pas des identités. Donc, on peut avoir à un moment donné un terme qui va décrire une personne en train de faire une action sexuelle, mais ça ne va pas le décrire comme étant cette action sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans des termes latins, vous pouvez avoir le foututor, donc celui qui est en train de faire quelque chose à sa compagne, ou même à son compagnon, mais il sera pas foututor pour la vie. Il est au moment où il se passe cette chose-là. Voilà. Après, il y a, bien sûr, des moqueries. On peut avoir le cunilingue, le fellateur, etc. Et on se moque parce que, etc. Mais ça, c'est dans Martial, dans des moments de rire, mais ce n'est pas une identité psychique. C'est pas une identité personnelle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, en Grèce, on trouve souvent les termes, à des moments donnés, on peut trouver le terme d'éraste et d'éromène, donc la personne qui aime et la personne qui est aimée, qui vient désigner deux polarités dans une relation érotique à un moment donné, sans forcément renvoyer à des pratiques sexuelles spécifiques. Mais vous verrez que l'amant et l'aimé, ou érastria, l'amante et l'aimé, au féminin, il n'y a pas de préfixe qui viendrait le dire. Et que le terme de paédérastia, on dirait, tiens, la pédérastie grecque, etc. En fait, l'occurrence, le premier texte où ça apparaît véritablement, c'est dans une invention de Platon, c'est dans le discours de Pausanias, dans le banquet. Et ça a fait illusion. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est dit, la paédérastia existe, il y a une institution, etc. Alors que Platon, bien sûr, se réfère à des comportements, à des amours entre hommes adultes et hommes plus jeunes, en tout cas, ce goût pour les jeunes hommes qui existe chez les Grecs, mais l'usage répété du terme de paédérastia est une construction ludique par Platon qui est reprise ensuite beaucoup par Plutarque. Et donc, nous, on s'est un peu illusionné par quelqu'un qui a construit quelque chose, parce que Platon n'est pas du tout représentatif de son époque. John Winkler dit que, de toute façon, Platon, enfin, à l'époque, c'était plutôt... et Socrate, d'ailleurs, était plutôt considéré comme des gens un peu loufoques. Il ne représente pas le grec de base, si je puis dire. Donc, c'est intéressant de travailler avec Platon, parce qu'on a une réflexion sur une pensée philosophique, mais lorsqu'il construit ces personnages typés dans le banquet, faut faire attention. Et donc, en tout cas, le terme de paédérastia n'est pas un terme grec très utilisé. On ne met pas la désignation de la personne aimée. On met Eros. Et Eros, comme je vous l'ai dit auparavant, il n'y a pas de genre. Donc non, il n'y a pas de terme qui vient désigner des identités particulières. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Voilà, écoutez, vous engage chaleureusement à lire le livre, très érudit et très vivant aussi d'ailleurs.
de Sandra Beringer, que je remercie sincèrement, Merci, chaleureusement. Laurie. Merci à vous. Merci à vous.